Oui, donc on va tester ce matin une communication en lien avec la Bretagne. Donc voilà, on est en train d'essayer de se connecter avec U qui était là tout à l'heure. Donc nous, on va effectivement vous parler d'un projet qu'on a développé autour de la commune de Toulon-sur-Allier. J'y reviendrai dans un instant sur quelques diapositives. Pour rechercher l'extension des ateliers de potier. Et donc on a travaillé avec l'université de la Sorbonne, qui a un pôle justement dédié aux prospections géophysiques. Et donc Liu est donc un étudiant en Master 1 qui est venu faire un stage de plusieurs semaines parmi nous pour pouvoir étudier ces ateliers. Est-ce que tu nous entends, U ? Oui, je vous entends. Très bien. Alors on commence. Oui. Donc ce projet de recherche s'inscrit dans un projet collectif de recherche qui s'appelle les agglomérations de la basse vallée de l'Allier, que je coordonne avec mon collègue Franck Chaléa. L'objectif pour nous est d'étudier un certain nombre d'agglomérations qui se situent, comme son nom l'indique, dans la basse vallée de l'Allier. Donc on a décidé de choisir un faisceau de 25 km de part et d'autre de la rivière Allier pour étudier la manière dont les principales agglomérations vont se développer au cours du temps. Donc ça, c'est un élément qui nous a paru intéressant puisqu'on ne se focalise pas sur une seule période, mais on va étudier l'évolution de ces agglomérations depuis la période gauloise, donc du IIe siècle avant notre ère, jusqu'à la période médiévale du XIVe siècle. Et donc l'une de ces villes qui nous intéresse est la ville de Toulon. On s'intéresse à tout le noyau d'aménagement autour de Moulins, Avers, Miseurs et Toulon-sur-Allier. Et la mise en œuvre d'archéologie préventive sur le tracé de la future A79 avec de gros investissements sur la commune de Toulon nous a incité à étudier plus en détail ce secteur. Donc ce travail se fait également en relation avec une étudiante en thèse, Floris Alvaya, qui travaille sur les productions céramiques de ces ateliers. Donc je vais vous parler déjà un petit peu de ce qu'on connaît de Toulon. Donc là, vous voyez sur deux cartes les recherches qui ont été menées depuis le XIXe siècle sur, alors là on ne voit pas toute la commune, mais sur la partie un peu plus centrale, avec de nombreuses découvertes fortuites et d'anciennes fouilles qui ont eu lieu au XIXe siècle. C'est la carte de gauche, où vous voyez tous ces éléments en violet qui sont des mentions qu'on peut avoir dans les littératures anciennes, qui nous informent de découvertes plus ou moins bien documentées. Et puis à droite, vous avez toutes les opérations plus récentes qui sont liées à l'archéologie préventive. Donc vous voyez que donc à la fois des opérations qui sont menées depuis les années 1990 ou 2000, et puis les opérations de la 79. Donc vous voyez que le territoire de la commune est très bien couvert par la recherche. Cette ville de Toulon, elle est anciennement occupée. On a des premières traces d'occupation dès l'âge du bronze. Sont les photos que vous voyez ici, qui ont été mises en évidence là lors d'un diagnostic et puis d'une fouille sur le tracé de la 79. Et l'occupation, elle est continue jusqu'à la période médiévale, même si il y a vraisemblablement des déplacements de population, c'est-à-dire que toutes ces occupations ne sont pas situées au même endroit, mais on est en train de travailler sur ces phénomènes de déplacement de la population. Et des occupations assez denses jusque à la période médiévale, en passant par la période antique. Donc là, vous voyez un exemple de fouille qui a été réalisée cet été sur la 79, et puis ici également une fouille de la 79 également sur un site médiéval. Alors les ateliers de potier sont connus. Donc là, vous avez une petite... de l'autre côté, une petite cartographie avec les deux principaux sites qui sont connus. Donc le Lary, qui est la grosse tache qui est ici,
la forêt qui est en rouge là, sur le tracé de la RCEA, et puis les Malnots qui sont un petit peu au-dessus. Donc l'atelier du Lary, il est connu par des découvertes du 19e siècle et des fouilles qui ont été menées au 19e siècle et avec des reprises de fouilles dans les années 1980. Une dizaine de fours de potiers sont connus, pour la plupart des fours quadrangulaires, mais il y a également un four circulaire, avec d'importantes productions, notamment de terre sigillée. Donc les terres sigillées, ce sont les céramiques que vous voyez ici, rouges, avec énormément de production de types différents de poteries, ainsi que des figurines dont vous avez quelques exemples derrière moi. L'atelier de la forêt, qui était moins bien documenté jusqu'à présent, on a mention de la présence d'un four découvert au XIXe siècle sans pouvoir le localiser. Beaucoup de mobilier également est sorti de ces investigations du XIXe siècle, sans qu'on puisse les rattacher de manière très précise au site qu'on connaît aujourd'hui. Les principales connaissances s'appuient donc sur des fouilles de sauvetage qui ont eu lieu en 1979-1980 sur le tracé de l'autoroute, où vous voyez ici un bâtiment qui a été mis au jour avec des niveaux de sol partiellement conservés, qui est plutôt interprété comme un habitat. Et cet été, nous avons pu mener des fouilles de part et d'autre de la RCEA, donc la route passe ici, et nous avons pu mettre en œuvre deux zones de fouilles de part et d'autre, où nous avons mis en évidence probablement la suite des habitats au nord, et ce qui pourrait être un probable atelier au sud, avec énormément de fragments de figurines, et également des moules signés. Signés donc par le potier, donc ça c'est intéressant puisque alors il y a beaucoup de moules de potiers qui sont connus sur Toulon. On connaît une quarantaine de noms de potiers déjà sur l'agglomération. Et puis le dernier élément qui se situe au Malnaux, donc un tout petit peu plus au nord que la forêt. Alors on ne sait pas si les deux sites fonctionnent ensemble ou s'il s'agit vraiment de deux sites séparés. Mais un diagnostic réalisé par Rodrigue l'année dernière a pu mettre en évidence la présence dans plusieurs fossés de production céramique assez dense. Et donc voilà, la problématique qu'on avait à partir de cette base de connaissances, c'est de se dire, alors à part le site du Lary qui est assez bien documenté avec ses fours, on ne connaît rien de ces ateliers de la forêt et des Malnaux. Et l'objectif était donc de réaliser des prospections géophysiques, donc Hugues va vous expliquer dans un instant comment ça marche, de manière à essayer de mieux localiser ces ateliers, d'essayer d'en délimiter l'emprise et de localiser les fours notamment. Donc Hugues, je te laisse la parole. Ok, pour ma partie, je vous présente la géophysique. Les terrains nous donnent toujours des informations visibles, mais elles sont souvent très limitées pour identifier les structures souterraines. Comme vous voyez à droite, pour les mêmes informations exposées à l'air, il existe peut-être une faille, une intrusion ou quand même une zone de salle dans la même position, ou plutôt il y a de possibilités qu'il n'y a rien de chose, mais que de couche par couche en place. Donc plutôt souvent, on ne peut pas faire fouiller directement pour vérifier visuellement la structure possible. Donc ici, on introduit la géophysique, un domaine d'étude qui utilise des méthodes sans contact direct avec le sous-sol pour identifier sa situation. Nous, les géophysiciens, utilisons les propriétaires ou les caractères géophysiques de physique, par exemple la densité, la résistance électrique, le magnétisme, pour distinguer d'un signal anormal à l'autre. Ces signaux anomales, on appelle souvent anomalies. Ces propriétés physiques
sont toujours utilisés dans les différentes méthodes comme sismique, comme électrique, comme magnétique, comme EM, ça veut dire électrique, magnétisme, et aussi gravimétrie et GPR, radar du sol. Donc, dans le cas de nos travaux, on a choisi la méthode magnétique pour la prospection géophysique. Je vous présenterai dans le diapo prochaine pourquoi on a choisi la magnétique comme la méthode. Page suivante. Oui. La magnétique, elle est souvent appliquée à l'archéologie. Vu que les anomalies qu'on cherche elles sont plutôt superficielles et souvent elles ont une profondeur de quelques décimètres à quelques mètres et la taille de ces objets à chercher n'est pas très large. Donc ici on cherche une méthode qui a une bonne résolution dans les premiers mètres. Aussi, les terrains sont toujours compliqués, donc on demande aussi la facilité d'opération. Donc voici, on choisit la magnétique. Vous voyez que dans ces photos à droite, j'opère la machine à la main suivant des lignes tout droites avec un intervalle d'1 mètre. Les données sont enregistrées automatiquement, donc c'est facile à opérer et plus facile à déplacer la machine par rapport à d'autres méthodes comme sismique. Les dispositifs, les câbles sont souvent très lourds pour déplacer, donc avec la magnétique, on gagne du temps pour la préparation. Aussi, la magnétique nous donne beaucoup d'informations dans un premier lieu. On le verra très vite dans les résultats qu'on va vous présenter. La page suivante, s'il vous plaît. Donc, voici la région qu'on a fait notre prospection. C'est un endroit qui s'appelle les Marneaux, à côté de l'est de Toulon, c'est ça. Bon. On peut voir très clairement des limites de travaux en place, comme des herbes, des zones très humides qu'on ne peut pas passer et une grande bande de transporteuses. Basé sur ces limites, on a essayé de faire une proximité de travaux qui guette presque 70% de zones à prospecter. Donc on a fait 13 hectares. Donc pour nous ça c'est déjà pas mal comme des résultats de prospection. Donc voici les résultats de notre travail. On la met dans une carte magnétique des Marneaux. Donc au tout début de travail, on a une zone à fouiller très prochainement, donc qui peut nous donner une chance pour comparer les résultats directement entre la prospection géophysique et les fouilles archéologiques. Dans cette zone-là, la partie sud est fouillée après la prospection. On marque des anomalies trouvées dans la carte et on cherche directement qu'est-ce que c'est dans les résultats de fouilles. On a trouvé pas mal de choses dans la comparaison des résultats, comme des signaux des objets comme des signaux des objets métalliques
par exemple, une roue en fer et des crochets en fer, des petits crochets en fer et d'autres objets qui ont des signaux typiquement magnétiques. Donc, on voyait que, par exemple, au centre de ces anomalies notées avec le petit p, ici, il y a des signaux de deux pôles, un positif et un négatif. Donc, ça veut dire ça c'est plutôt un objet qui se situe en place avec un signal de magnétique. On a aussi trouvé les signaux qui viennent de poteaux électriques. Donc, bien sûr qu'il y a de l'acier dans ces pédons. Donc, ça nous donne beaucoup d'influence. Et comme ça, c'est déjà superficiel, on peut identifier ces anomalies et on peut enlever ces influences. Malheureusement, il y a la rue qu'on est en train de chercher n'est pas très clairement visuelle dans la carte magnétique. Il y a une petite trace qui fait il y a une petite trace en jaune qui est marquée dans la marque dans la carte, mais c'est pas très visible, donc on ne peut pas le dire. C'est la route qu'on est en train de chercher, c'est ça. Pour les parties suivantes, pour les autres parties, on a que fait la prospection géophysique. On peut voir très clairement ici, on peut voir très clairement des sillons dans le nord-est de la région. Ça c'est aussi présenté dans une carte ancienne ou dans une photo aéroportée dans les années 80-90 comme ça. Et aussi, on a trouvé des canalisations qui passent au milieu de notre terrain. Une qui passe depuis côté nord-est et jusqu'à vers sud-est. On a trouvé le plan de construction. Donc, on peut vérifier que c'est un réseau de l'eau potable. Et l'autre qui passe au milieu de terrain, on n'a pas suffisamment de documents pour dire qu'est-ce que c'est, mais ça s'est vérifié par le propriétaire du champ comme il nous a dit que c'est plutôt un réseau de l'eau aussi. Page suivante. On a trouvé aussi quelques anomalies linéaires, mais régulières, comme en place, dans les sillons qu'on a trouvés, ces linéaires, ces anomalies linéaires, on peut dire ça c'est peut-être la limite des parcelles. Donc on n'a pas trace on ne peut pas voir la trace sur le terrain directement, mais vérifier ce sont peut-être vérifiés par des cartes
très anciens comme carte napoléonienne. Aussi, sur le lidar, sur les cartes de lidar, on peut visitons un peu. Sur carte de lidar, on peut trouver aussi des choses linéaires comme ici. Donc, on pense c'est peut-être des trains ou des fusées qui restent en place, mais plutôt anciens ou modernes. Aussi, il y a des traces linéaires, mais irrégulières. On pense ça peut-être dans des traces, ce sont peut-être des traces de mouvement d'un mouvement du terre comme glissement du terre, du sol comme des éboues comme ça, mais sans d'autres documents géologiques, on ne peut pas assurer qu'est-ce que c'est, mais ça c'est intéressant que au niveau géologique. Aussi, comme les objets qu'on a trouvés dans la zone fouillée, il y a des anomalies ponctuelles. Donc, avec des signaux typiquement pôle, on peut dire ça vient des objets métalliques ou les objets qui est plutôt magnétique. Donc, ce sont peut-être vient d'un amas de tués, vient des objets comme la roue qu'on a trouvée. Et ça c'est plutôt intéressant au niveau de archéologie. La suivante. Il y a aussi des zones, des anomalies très larges, comme ici on a trouvé. Il y a ces zones larges, on pense que ça c'est plutôt intéressant au niveau géologique ou au niveau hydrologique, comme ce qui est à droite, ça correspond à la circulation de l'eau, comme on a tracé la vallée dans cette région. Donc ça fait goûte cette vallée, donc on pense que ça c'est plutôt les traces d'un rivière ancien, mais il a disparu aujourd'hui. Ok. C'est bon. De ma côté, je pense que c'est fini. Merci. Donc, je vais poursuivre l'interprétation des données géophysiques, et pour ça, je vous propose de les confronter aux résultats des données LIDAR, qui correspondent donc à un relevé microtopographique. Donc, on se situe toujours sur la même zone, hein. Donc, avec là les différentes contraintes du paysage et la position des anomalies et la position des prospections géophysiques. Pour lire juste un petit peu la carte, donc ce qui apparaît en orange, c'est le haut du plateau, et dans les teintes bleutées, c'est le fond de la vallée de la Sonnante. Il y a à peu près 30 mètres d'altitude entre les deux, de différence. Et le LIDAR ici est contrasté et présente les ombrages, ce qui permet de souligner en fait les différentes anomalies topographiques de surface. Donc, parmi toutes ces anomalies, on peut faire ressortir, je ne sais pas si on le voit bien ici, les différents ressauts topographiques qu'on a ici, qui correspond à un ancien paléoméandre de la vallée de la Sonnante, et puis des ressauts ici probablement plus anthropiques, qui ont été probablement réaménagés. On retrouve
à nouveau la fameuse canalisation d'eau potable qui traverse l'entièreté de notre terrain. Ensuite, une succession d'anomalies correspond donc soit à des sillons de labour ou à une multitude de drains contemporains qu'on retrouve un peu partout. Puis des fossés et des drains probablement plus anciens qu'on a ici en violet et qui ne correspondent pas au maillage du parcellaire actuel et donc qui est probablement au moins médiéval et peut-être plus ancien. Donc, on peut ici confronter les données géophysiques et microtopographiques. Donc, pour faire voici l'entièreté des anomalies géophysiques qui avaient été aperçues. Et pour simplifier un peu la lecture, ici je superpose les anomalies géophysiques et microtopographiques. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même des anomalies communes, telles que les drains modernes, les drains modernes qu'on retrouve là-haut, qui sont probablement des sillons, ainsi que quelques structures qu'on retrouve dans ce secteur. On a toujours cette tranchée de canalisation qui est visible partout, et puis également les rosseaux topographiques, comme ici où on voyait assez nettement en géophysique la présence des méandres, et puis dans ce secteur-là qui est plutôt une zone humide. Donc, et il y a aussi des anomalies, cette fois-ci, qui sont complémentaires, comme cette grande anomalie qui traverse l'entièreté de notre site, où on a au lidar un relevé assez marqué, puis complété dans la zone où on ne voit rien en lidar par la géophysique. Et on pourrait interpréter comme une limite parcellaire, mais si on regarde un peu mieux, on peut se poser la question si ce n'est pas la voie romaine qui relie Nevers à Varennes-sur-Allier et qui en plus a été appuyée par la découverte de 2 fossés parallèles sur la fouille de D17, donc qu'on retrouve ici. Et pour un peu mieux visualiser cette grande structure qui est assez visible en fait sur le lidar, on revient sur une échelle un peu plus large du plateau et on constate en fait que cette anomalie se poursuit de bien plus haut et se retrouve, alors on la perd dans la vallée de la Sonnante parce que c'est des niveaux qui ont été largement plus perturbés, et on le retrouve au niveau du château de la Forêt qui est ici, vers le sud. Et on présente là sur la gauche les différents profils de cette voie. On voit qu'elle est assez surélevée sur la partie haute, sur le plateau des Malnots, et plutôt en creux sur le plateau de la Forêt, et que les 2 fossés parallèles observés sur la fouille de 2-17 ceintureraient en fait cette anomalie et pourraient être interprétés comme les fossés bordiers. Donc pour conclure, on a pu, grâce à cette prospection géophysique, observer de nombreuses anomalies ponctuelles assez inédites qui mériteront d'être testées prochainement dans le cadre du PCR, que les structures linéaires et géomorphologiques sont assez complémentaires aux données LIDAR, que tout ça confirme la forte densité d'occupation de la vallée de la Sonnante qui semble dominée par l'activité de Potier. Et pour conclure, l'association des données géophysiques, microtopographiques et archéologiques offre de très bons outils en fait, pour avoir une meilleure lecture des paysages anciens. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les 3 pour cette très intéressante communication qui montre bien comment justement la combinaison de différentes techniques permet finalement de faire apparaître un peu mieux de nouvelles choses et de nouveau justement d'orienter les recherches à mener sur le terrain. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non. Donc, pas de questions. Bon, du coup, je vous remercie encore une fois et bravo pour la connexion à distance depuis Rennes. Et merci aussi pour la dernière image qui nous montre bien finalement la production
production de ces ateliers.